Qui va remporter le Tour de France 2025? Quels sont les favoris pour le top 10? Est-ce qu'on peut attendre un bon tour d'un grimpeur français? On va essayer de voir tout ça ensemble, mais avant, vous êtes plus de 90% à suivre la chaîne sans être abonné, donc n'hésitez pas à apporter un peu de soutien. On va donc commencer par les favoris, et on va faire ça par palier, un à un, pour le général. Le premier palier que je vais prendre, c'est le palier de la 5e à la 15e place, donc ceux qui peuvent entrer dans le top 15, mais qui seront trop limites pour pouvoir entrer dans le top 5, on va dire ça comme ça. Donc ce sont pour la plupart des coureurs qui vont se battre évidemment pour le classement général, mais qui pourront aussi avoir de la marge pour reprendre un peu de temps dans des échappées et donc pour une possible victoire d'étape en tant que baroudeur. Le premier, c'est un Français, c'est Kevin Vauquelin. Alors lui, je le vois beaucoup plus dans le top 15 que dans le top 10, mais on sait jamais en fonction du scénario de course, de ce qui peut se passer sur ces 3 semaines. Il fait une très bonne saison, notamment avec un Tour de Suisse incroyable récemment, et un championnat de France où il a été performant avec un podium. Il veut jouer les victoires sur ces 3 semaines de course, en échappée. On peut se demander si cette fois-ci, il y aura le général qui viendra avec. Kevin Vauquelin, il a un peu une obligation de performer parce que c'est le meilleur coureur de la Arkea BNB Hotel qui est en grosse difficulté financière, comme vous le savez, et ça va être un Tour de France crucial pour eux et donc crucial pour leur leader Vauquelin. Sur le Tour de France, Kevin Vauquelin, il a une participation pour le moment, en 2024 l'an dernier, et il a réussi à aller chercher une très belle victoire d'étape, vous vous en souvenez certainement. On peut se demander s'il s'est suffisamment amélioré en montagne cette année pour que le général vienne en même temps que les étapes. Le deuxième, et c'est un peu une surprise de le retrouver dans ce premier palier du top 15, c'est Emmanuel Buurman. Pourquoi c'est une surprise? Parce que ça a été très difficile pour l'Allemand ces dernières années avec la Bora Hansgrohe. Il veut se relancer cette année chez Cofidis et il fait un début de saison en demi-teinte. Pourquoi? Parce que il a toujours pas retrouvé le grand leader qu'il était, il le retrouvera sûrement jamais, mais il a réalisé quand même un très bon Dauphiné, notamment 8e à Valmeinier, 11e du classement général final. Il aura de la marge, Emmanuel Buurman évidemment sur les plus gros favoris de cette grande boucle, et aussi il n'est pas attendu, donc il sera sûrement peu surveillé. Donc le top 10 pour Emmanuel Buurman sera certainement très, voire trop compliqué, mais il faut quand même le garder de côté pour un bon classement général. Sur le Tour de France, Emmanuel Buurman, c'est 7 participations et un top 10, une 4e place même, en 2019, la meilleure année de sa carrière tout simplement. Santiago Buitrago pouvait espérer mieux, mais a fait une préparation très difficile, et donc je le range aussi dans cette catégorie-là. Il a 25 ans, et il doit prouver qu'il passe des steps, Buitrago. Il a fait un début de saison prometteur, notamment sur les petites courses, mais il n'a pas de résultat en World Tour pour le moment. Il a le talent pour chercher un bon général, même un général qui va au-delà de cette catégorie. Il a montré l'année dernière que pour sa première participation qu'il avait fait un top 10, mais il y a quand même des gros doutes sur sa forme actuelle à Buitrago. Celui sur qui il y a moins de doutes sur sa forme, c'est Lenny Martinez, son coéquipier chez Bahreïn. Lenny Martinez qui a peu à peu pris la place à chaque course World Tour de leader de Bahreïn à Santiago Buitrago. Lenny Martinez est très jeune, il faut quand même le rappeler, il va avoir 22 ans au début du tour. Il a perf en World Tour, contrairement à son leader, et notamment sur les classements généraux du Catalogne de Romandie. Et quand il était trop limite sur les classements généraux, c'est souvent ce qui lui arrive malheureusement pour le moment aux Français, et ben il allait chercher une étape sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, donc c'est quand même des courses extrêmement réputées, avec une grosse concurrence. Lenny Martinez, c'est peut-être la meilleure chance française. Il y a quand même un gros doute autour de lui, c'est que sa récupération sur le long terme est encore limitée. Il est assez irrégulier, avec un statut de leader qu'il a encore du mal à prendre, et il a jamais prouvé sur 3 semaines, avoir un bon classement général sur 3 semaines. Ça peut être l'occasion pour Martinez, même si on sait qu'il y a une pression différente pour les coureurs français sur la grande boucle. Mais faut pas oublier qu'il est très jeune, notamment face à cette pression, et qu'il faut pas le sous-estimer. Faut pas sous-estimer surtout sa précocité à cause de Paul Sexas qui lui a 4 ans d'avance évidemment, mais qui est hors catégorie de ce côté-là. Donc faudra faire attention à Lenny Martinez sur le Tour de France. Il a une participation avec Groupama l'année dernière. On sait que ça s'est très mal passé, il a été invisible pendant 3 semaines, et il a peut-être une revanche à prendre. L'autre chance française, c'est Guillaume Martin, vous l'attendez, il est cité chaque année, il peut être cité chaque année dans cette catégorie de la 5 à la 15e place, même si on se rapproche plus des alentours de la 10e. C'est le nouveau grimpeur de la Groupama FDJ, à l'inverse de Martinez, lui qui a quitté la Groupama,
Et aussi à l'inverse de Martinez sur ses capacités, Guillaume Martin, il est connu pour sa régularité sur les classements généraux des World Tour, et notamment aussi sur les grands tours, donc de 3 semaines. Il devait avoir de base le co-leadership avec David Gaudu pour avoir moins de pression sur les épaules de chaque leader français de l'équipe. David Gaudu qui aurait pu être cité dans cette catégorie, mais qui malheureusement n'a pas pris part à la course. Guillaume Martin, c'est un spécialiste de la récupération et aussi un spécialiste de récupérer du temps en jouant les échappées et en courant toujours derrière la victoire d'étape. C'est ce qui manque à la carrière de Guillaume Martin, une grande victoire d'étape, on l'attend peut-être pour cette année. Sur le Tour de France, il a 8 participations, il a une sacrée expérience quand même, 2 top 10, mais surtout 5 top 15, donc une majorité de top 15, il rentre parfaitement dans cette catégorie finalement. Sa pire place, c'est 23e, ce qui montre cette régularité, parce que 23e, c'est quand même une très belle place sur la grande boucle. On quitte nos coureurs français, on va rentrer dans une équipe très en forme en ce début de saison avec Mathias Kelmose, qui lui aussi est très fort, que j'apprécie beaucoup, qui est très offensif, mais qui est assez limité en haute montagne. Il a quand même une première semaine, 10 premières journées qui sont très avantageuses, les Pyrénées aussi sur lesquelles il peut vraiment se montrer à son meilleur niveau, mais parfois on sait que dans les plus hauts cols, lorsqu'on dépasse certains mètres d'altitude, donc notamment dans les Alpes, il va peut-être craquer, Mathias Kelmose. Bon, faut pas penser à ça. Il a déjà réussi à tenir plusieurs semaines au top niveau. Il a surtout une très bonne Lidl Trek autour de lui, qui sera aussi autour de Jonathan Milan pour les sprints. Mais Kelmose, il peut entrer dans le top 10. Il peut être aussi limité pour le faire et pour faire que ça, parce qu'on sait que Kelmose il va vouloir aller chercher une victoire d'étape, mais il peut largement entrer dans ce top 10 du classement général final, il en a les capacités. Sur le Tour de France, il a une seule participation, 29e en 2023, c'est finalement une stat qui veut pas dire grand-chose pour le Danois. Félix Gall fait un début de saison correct sans être étincelant, il fait notamment 4e du Tour de Suisse récemment. Il manque quand même de régularité sur 3 semaines ce coureur-là, mais il est souvent très fort en fin de course. Que ça soit les fins de course des courses d'une semaine, que ça soit les fins de course de grand tour, donc attention dans les Alpes et le finish incroyable que nous a réservé les organisateurs, le finish incroyable que pourra faire peut-être Félix Gall. Il y a un top 10 probable pour le leader de la Décathlon, mais avec son début de saison qui n'est pas des plus rassurants, on peut quand même se poser certaines questions. Sur le Tour de France, Félix Gall, c'est 2 participations, 8e en 2023 avec une étape à Courchevel, une étape magnifique. Ce sera difficile pour lui de faire mieux, mais il peut quand même aller chercher un résultat intéressant. Ben O'Connor nous a sorti une dernière année incroyable, et cette année c'est plus difficile pour lui. Ce Tour de France sera très important, il veut prouver qu'il est encore à un très très bon niveau. Il est déjà un peu revenu en Suisse, malgré une faible concurrence, et il est moins revenu qu'un coureur comme Félix Gall, par exemple. Il n'est pas favori au top 10 cette année, il a peu de préparation, mais c'est un coureur surprenant qui peut aller chercher quelque chose alors qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Sur le Tour de France, il a 3 participations, un top 5, et notamment une 4e place en 2021. La surprise de ce Tour de France qui peut enfin être la confirmation de sa carrière, c'est Johannessen, Tobias Aland Johannessen, vainqueur du Tour de l'Avenir 2021, ça date un peu maintenant, mais on attend toujours une grosse performance pour lui sur un grand tour. Il a été un peu la surprise du dernier Dauphiné en montagne, où il a battu de super coureurs comme Remco Evenepoel. Un top 10 est possible, malgré une équipe limitée, il faut quand même le dire, avec une OX qui est un petit peu la dernière équipe choisie, la dernière invitation choisie par les organisateurs pour prendre le départ du Tour à Lille le 5 juillet prochain. Sa perf du Dauphiné nous fait quand même espérer une bonne perf, mais il va falloir tenir sur 3 semaines pour le coureur de la UNOX. Son Tour de France, il a déjà 2 participations et son meilleur résultat, ça a été une anecdotique 30e place en 2023. Enfin, pour clôturer cette première catégorie du top 15 à 5 maximum, Adam Yates a fait un début de saison très compliqué après le Tour de l'Oman, où il a quand même remporté le général de cette course de 5-6 jours, il me semble. Il aura un rôle de protecteur pour Pogacar comme ces dernières années. Il va sûrement perdre du temps à cause de ça. Mais l'an dernier, on a vu qu'il y a eu quand même 3 coureurs de la UAE Team Emirates dans le top 6, malgré le fait de devoir rouler pour le Slovène. Donc si Pogga écrase tout, pas besoin de faire trop d'efforts finalement, de mettre trop de tempo.
Ça serait peut-être une erreur hein, de mettre en place cette stratégie et de pas faire attention à tout perdre pour Pogačar sur le Tour, mais il va pouvoir peut-être garder de l'énergie aussi, Adam Yates. Il a fait un Giro difficile en début de saison, il va devoir enchaîner. Ça va être un candidat très sérieux quand même, par son expérience au top 10, mais c'est vrai qu'il y a un début de saison qui nous fait poser quelques questions sur le Britannique. Sur le Tour de France, il faut quand même dire, quand on regarde son palmarès, on se dit qu'un top 10 paraît largement atteignable. Il a 8 participations, 5 top 10, 4 lors de ses 4 dernières participations, et notamment un podium en 2023. On en a fini avec les outsiders, on a cité une dizaine de coureurs, il n'y aura pas de place pour tout le monde, parce qu'il y a encore beaucoup de prétendants au top 5. Cette fois, on passe à la prochaine catégorie, on va dire. On va commencer par ceux qui ont un petit peu moins de chance d'entrer dans ce top 5 final, mais qu'il faudra quand même surveiller. Le premier, c'est Enric Mas de la Movistar, qui fait un début de saison honorable, qui fait des bons classements généraux, surtout sur les courses d'une semaine, mais qui recherche toujours sa première victoire de la saison. Il a déjà perf sur le Tour, l'Espagnol, mais c'est vrai que pour le grand public du Tour de France, ils le connaissent peut-être un tout petit peu moins, parce que lui perf surtout sur la Vuelta habituellement. Cette année, il y aura un parcours en montagne qui lui convient particulièrement sur la grande boucle. Le top 5 sera compliqué à aller chercher parce qu'il y a des gros noms qui viennent après, vous les connaissez, avec une grosse concurrence. Sur les courses d'une semaine, il a été derrière les Almeida, derrière les Roglic. Ce serait un vrai défi pour lui, sinon le top 10 paraît largement atteignable. Pour lui, évidemment. Sur le Tour de France, il a 6 participations, 2 top 10 déjà, et sa meilleure performance, ça a été une 5e place qu'il a déjà atteint en 2020. Carlos Rodriguez, donc, c'est un petit peu pareil que Mas. Il a fait des classements généraux honorables. Il recherche toujours cette victoire d'étape. Et ils iront tous les deux aussi sur la Vuelta après le Tour, les deux Espagnols. En 2023, il a fait un bon Tour de France, malgré une même prépa qui était assez compliquée, ou en tout cas limitée. Finalement, on peut dire un petit peu les mêmes choses qu'Enric Mas, le top 5 est possible, mais je vois quand même plus une place dans le top 10 et un top 5 compliqué à atteindre en raison de la concurrence. Il y en a deux qui sont encore dans cette catégorie, mais qui selon moi ont un tout petit peu plus de chances d'atteindre ce top 5 que Mas et Rodriguez. Le premier, c'est Florian Lipowitz, le numéro 2 de la Red Bull Bora-Hansgrohe avec Primož Roglic. On n'aurait peut-être pas dit top 5 pour Florian Lipowitz, même peut-être pas du tout au début de l'année, mais il nous fait un très très bon début de saison. Il va devoir protéger Roglic, mais il va peut-être pas devoir rouler face aux armadas UAE et Visma qui vont s'occuper la plupart du temps de la poursuite et du tempo du peloton. En plus de ça, Roglic, il sort du Giro, et Roglic, on sait qu'il faut pas parler de ça, mais il fait souvent des défaillances, il abandonne très régulièrement. Ça va peut-être, pourquoi pas, laisser une chance à Florian Lipowitz. Il fait une grosse saison, on l'a dit tout à l'heure, 2e de Paris-Nice, 3e du Dauphiné. Est-ce qu'il va être capable de tenir 3 semaines au top niveau? C'est la question autour de l'Allemand, et faut aussi dire que Roglic est leader, donc ça va peut-être aussi lui faire perdre et des responsabilités. Mais Florian Lipowitz, il aura sa carte à jouer. C'est son premier Tour de France. Sur un grand tour, il a quand même déjà des perfs. Il a fait 7e notamment de la Vuelta l'an dernier. Matteo Jorgensen sera lui un soutien de Jonas Vingegaard sur ces 3 semaines. Il nous fait un très bon début de saison en remportant notamment Paris-Nice comme l'an dernier. Et après, il a enchaîné avec un bon Dauphiné. Il aura un rôle crucial pour la Visma Lease Bike pour pouvoir mettre en échec Tadej Pogačar. La tactique de la Visma, l'objectif va être de créer le surnombre et Jorgensen va être très important sur ça, peut-être en restant bien placé au général, il faudra qu'il soit vraiment pas loin alors dans ce cas-là, ou bien en reprenant un peu de temps dans les échappées, mais les UAE risquent d'essayer d'empêcher cette tactique de se mettre en place. Donc on aura dans ce cas-là un Vinge plus un Jorgensen présent. Poga reste ultra favori, mais ce rôle d'ultra favori va servir à Jorgensen d'accompagner Vingegaard sans forcément trop rouler. Il va pouvoir rester placé, attention quand même pour lui à garder une certaine régularité. Sur les 3 semaines de course, on a notamment vu sur le Dauphiné qu'il a eu une petite baisse de régime sur une étape importante. Sur le Tour de France, il a 3 participations et il a notamment fait 8e l'an dernier en aidant son leader danois. Ça y est, on passe aux choses sérieuses, et la bataille pour le podium, il y a évidemment plus de noms que de places, mais ces mecs-là vont forcément perf s'ils finissent le Tour de France, ils auront forcément un très bon classement général final. Le premier, vous l'attendez, c'est Joao Almeida, c'est finalement le Lipowitz de Roglic, le Jorgensen de Vingegaard, en encore plus fort pour moi. Il fait une saison royale, il a enchaîné une victoire sur le Pays Basque, sur le Romandie, sur le Suisse.
Mais attention, hein, j'ai notamment vu ça sur une analyse de Vélo Futé, ça faisait beaucoup de jours de course pour Almeida, peut-être un peu trop pour le départ du Tour de France. On verra si à la 3e semaine les jambes vont peser lourd pour le Portugais. Almeida, faut aussi dire qu'il va servir à faire peur aux autres équipes parce que la UAE est encore plus forte que l'an dernier grâce à sa perf de début de saison. Pogacar n'est pas esselé, donc ça va empêcher la tactique de surnombre qu'on a parlé avant. Et en plus de ça, Almeida, il pourra jouer sa carte, il l'a dit en interview. L'année dernière, c'était sa première participation au Tour, et il va déjà nous chercher une très belle 4e place. Il y a un step à passer quand même pour le podium, avec un gros écart par rapport à Evenepoel, mais il peut pourquoi pas l'atteindre cette année. On revient sur les leaders, et on va entrer dans les 4 fantastiques, petit à petit, que vous connaissez, des grands tours. Le premier, Primoz Roglic, qui nous fait un début de saison difficile, avec notamment un abandon sur le Giro, un Giro qui était même plutôt compliqué pour lui. Avant ça, il avait gagné assez largement en Catalogne, et on va se demander si Primoz Roglic a réussi à récupérer du Giro pour pouvoir avoir les meilleures jambes possibles dès le début du Tour. Il n'a pas couru depuis, en tout cas pas en compétition. Et aussi l'objectif de Roglic, ça va être de ne pas abandonner. Hein, il avait fait un début correct en 2024 avant d'abandonner, et il a notamment aussi abandonné sur les 3 dernières éditions du Tour de France, ça fait beaucoup. Le parcours lui convient, notamment la première semaine punchy, qui est dans ses cordes s'il a son meilleur niveau, et ensuite avec des bons chronos pour lui. Roglic, faut aussi dire qu'il rentre dans ses dernières années, il a 35 ans, il faut qu'il prenne du plaisir, rouler sans regret, et c'est comme ça qu'il va réussir à performer. Sur le Tour de France, vous connaissez, il a 6 participations, il a notamment fait 2e en 2020, avec une défaillance terrible dans le dernier chrono face à Pogacar, et aussi, ce qui est important, on l'a déjà dit, il a abandonné la moitié de ses Tours de France, et la moitié, c'est les plus récents. Le deuxième grand favori, le petit cannibale, Remco Evenepoel, après son Critérium du Dauphiné très compliqué, et notamment ses interviews un petit peu défaitistes à la fin de cette semaine de course, il doit retrouver son pic de forme pour pouvoir performer et essayer de titiller les 2 grands leaders du Tour de France. On pensait que Remco Evenepoel allait encore une fois être dans un entre-deux, comme il l'a été l'année dernière, entre les 2 fantastiques de tête et la bataille pour le podium, et donc il avait une 3e place finalement assuré s'il jouait le général. Mais si on tire des leçons du Dauphiné, on voit que Evenepoel est un petit peu trop loin des fantastiques, et donc que son podium peut être contesté. Alors bien sûr, on le dira jamais assez, la vérité du Dauphiné n'est pas celle du Tour. Evenepoel, il y a une étape qui lui convient particulièrement, c'est évidemment le chrono de Caen, où il pourra viser le maillot jaune. Est-ce qu'il aura alors une avance suffisante pour essayer de résister et nous faire un tour où il essaye de résister aux attaques de Tadej Pogacar? On a quand même vu sur le Dauphiné, il avait même pas essayé de suivre 1 seconde Pogacar, qui était tout simplement trop fort pour lui, qui accélérait trop rapidement, trop tôt. Attention aussi à Remco Evenepoel dans les Alpes, où il pourrait perdre beaucoup. C'est sa première participation sur le Tour de France l'an dernier, où il nous avait déjà cherché un podium, ça nous avait rassuré. Il est plus jeune que les autres, faut quand même le dire, et son prime n'est peut-être pas encore atteint à Evenepoel, il va peut-être encore pouvoir s'améliorer sur les courses de 3 semaines, mais ça risque de ne pas être pour cette année, parce que les 2 de devant sont tout simplement trop forts. Vous l'attendez, la victoire finale, il n'y a pas trop de surprises, malheureusement. Je vais pas faire dans l'originalité, ce sera un duel entre Pogacar et Vingegaard, avec un énorme avantage aux Slovènes. Pogacar a pris une avance considérable sur le Critérium du Dauphiné. Déjà, pour moi, il a donné un gros coup mental à son adversaire. Il avait une impression de facilité déconcertante, de gagner sans forcer, là où Vingegaard avait l'air épuisé en le suivant et après les lignes d'arrivée. Il a un petit peu joué avec le Danois, notamment sur la dernière étape, où il l'a laissé passer sans forcer. Pogacar est l'énorme favori de ce Tour de France, il paraît imbattable hors fait de course, ou stratégie extraordinaire et presque irréalisable de surnombre de la Visma Lease Bike, comme en 2022, on le voit sur cette image où Pogacar avait été attaqué de partout avant d'avoir sa défaillance sur le dernier col de la journée. Pogacar paraît quand même beaucoup plus fort qu'avant, et Jorgensen, lui, paraît limité face à Almeida, qui lui paraît impressionnant en ce début de saison. Le parcours, en plus de ça, pour moi, avantage Pogacar, même si beaucoup disaient que c'était un parcours anti-Pogacar, je le vois pas trop comme ça, avec une première semaine punchy où il peut déjà reprendre du temps. Est-ce que Vingegaard osera attaquer le Slovène comme il l'a fait sur le Dauphiné pour changer de stratégie? Il le faisait pas beaucoup avant.
ou bien est-ce qu'il va essayer de se garder pour la 3e semaine qui lui convient plus et donc l'attaquer cette fois-ci dans les Pyrénées puis dans les Alpes, surtout avec l'enchaînement de cols important. Les Alpes risquent d'arriver malheureusement un peu trop tard pour faire basculer le classement général, mais l'enchaînement de cols peut être propice à une grosse défaillance et à une surprise, on sait jamais. Bon, je vais quand même vous donner mon prono, je le fais pas souvent, je vais pas forcément suivre l'ordre des coureurs que j'ai donné dans mon analyse. En premier, vous l'avez deviné certainement, Pogačar est l'immense favori et gagnera pour moi ce Tour de France 2025 devant donc Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Attention à Remco Evenepoel, peut-être qu'il aura une défaillance, peut-être qu'il perdra cette 3e place, mais il nous fera un grand Tour de France, j'y crois quand même, et je pense qu'il rentrera sur ce podium parce qu'il y aura un écart assez sûr face à Joao Almeida. Je dois quand même dire que Joao Almeida peut nous surprendre. On a l'impression que Joao Almeida peut même entrer sur ce podium final en cas de petits pépins pour le Belge, et c'est vrai que la forme du Belge sur le dernier Dauphiné ne nous a pas donné trop de confiance. Ensuite, je vois Lipovic ou Roglic en 5e, parce que je vois pas les deux tenir sur 3 semaines, donc je vais pas prendre trop de risques, je vais mettre un des deux. En 6e, Enric Mas, en 7e, Carlos Rodriguez, en 8e, Jorgensen. Pourquoi? Parce que j'ai peur que son irrégularité ne lui permette pas d'aller plus haut, et en plus de ça, il va devoir protéger Jonas Vingegaard, son leader, ce qui sera pas chose facile. En 9e, je mettrai Mathias Kelmose, quand même. Certains le voient pas tenir sur les Alpes, mais moi, je trouve qu'il a un très bon niveau en ce début de saison. Et en 10e, Tobias Allan Johannessen, pour son niveau sur le Dauphiné. Il y avait beaucoup de montres à mettre, hein. C'est vraiment difficile de dire un nom. Félix Gall, Ben O'Connor, ou même Guillaume Martin. J'avais envie de mettre Guillaume Martin au début, pour avoir un Français dans le top 10. On sait jamais ce qui peut se passer, il peut y avoir des abandons, bien sûr, dans les 10 premiers, ce qui va permettre de resserrer et peut-être d'avoir une petite surprise dans ce top 10 du classement général. J'ai hâte d'être au tour, je pense que vous aussi. Donnez-moi vos pronos, votre top 10 en commentaire, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.